Donc, on va poursuivre avec la deuxième table ronde. Donc, on va à présent passer sur les questions d'enjeux environnementaux. On va plus particulièrement parler des suivis de la mégafaune marine. Donc, on va revenir un peu sur la définition de ce terme avec nos différents experts. Donc, je suis vraiment très ravi d'avoir un panel d'experts aujourd'hui avec nous. Donc, on va commencer par Mathieu Autier, qui est ingénieur de recherche à l'Observatoire de Pélagis, qui est présent avec nous pour nous parler un peu des projets de recherche qu'il mène avec France Énergie Marine sur cette thématique de mégafaune marine. On va avoir aussi Karine Nira, qui est chercheuse aussi à France Énergie Marine et qui est chargée de recherche sur la mégafaune et qui développe un certain nombre de projets de recherche sur les interactions entre les EMR et la mégafaune marine. On va avoir donc Emma Gouz aussi, qui est chef de projet environnement à EDF Renouvelable, et plus particulièrement qui travaille sur le projet Provence Grand Large. Et puis enfin, Yann Planck, qui est aussi chercheur à France Énergie Marine, et qui va travailler plutôt sur les interactions entre la faune volante, plus particulièrement, et les parcs EMR. Et puis on devait aussi avoir avec nous donc, Mathieu Laurent, qui est de la DGEC, qui est adjoint au chef de bureau des énergies renouvelables hydrauliques et marines et qui a dû avoir un empêchement de dernière minute, mais on a pu quand même échanger ensemble avant la table ronde, de manière à ce qu'on puisse lui poser quand même quelques questions que je vais pouvoir vous diffuser parce qu'il a pu nous répondre à nos différentes questions. Et je commence justement tout de suite par la première question que j'ai posée donc, à Mathieu Laurent pour avoir un peu une première présentation, un premier avis de l'État sur justement le contexte d'accélération du développement de l'éolien offshore en France avec l'objectif d'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. La question que je lui ai posée, donc dans ce contexte-là, quels sont les défis auxquels l'État fait face et plus particulièrement sur l'enjeu de la mégafaune marine et du coup, on a pu avoir donc une réponse que je vais vous diffuser tout de suite et ensuite on poursuivra les échanges avec la table ronde. Bonjour à tous, je suis Mathieu Laurent, responsable d'un des pôles sur l'éolien en mer à la Direction générale de l'énergie et du climat et je suis très heureux de participer à cette table ronde. Donc tout d'abord, et pour introduire cette séance, je vais juste revenir très rapidement sur le contexte de l'accélération du développement de l'éolien en mer en France aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en France, il faut savoir qu'on a peut-être un petit peu moins d'1 gigawatt d'éolien en mer qui est installé, une dizaine de gigawatts qui sont programmés et qui seront mis en service d'ici à 2032-2033. Et ensuite, des objectifs forts de déploiement de l'éolien en mer qui ont été exprimés par le président de la République et ses ministres. Donc, avec un objectif intermédiaire de 18 gigawatts installés en 2035 et de 50 gigawatts installés en 2050. Il faut savoir que le développement de l'éolien en mer il répond à un objectif d'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, la principale énergie que nous consommons, c'est de l'énergie fossile. Et il s'agit de décarboner un certain nombre d'usages qui utilisent aujourd'hui des énergies fossiles vers l'électrique. Donc, il est nécessaire d'accélérer le rythme de déploiement de l'éolien en mer et c'est à ce titre que ces objectifs ont été établis. Il s'agit vraiment d'un changement d'échelle qui va avoir un impact sur la biodiversité. Et c'est pour cela qu'un certain nombre d'études et de campagnes en mer sont actuellement menées par l'État. Ces études et ces campagnes elles font face à un certain nombre de défis et elles répondent à un certain nombre de défis. Tout d'abord, la question des impacts cumulés. Aujourd'hui, quand on passe d'1 gigawatt installé au large des côtes françaises à près de 45 gigawatts installés, on se rend compte que les parcs vont avoir des effets les uns sur les autres et sur la biodiversité qui transitait par ces différents lieux. Donc, afin de développer la connaissance sur cette question des impacts cumulés, le GTECUM a été créé en 2018 et formule des recommandations sur la manière de prendre en compte les effets cumulés dans les études d'impact.
Ensuite, un des enjeux auxquels fait face l'État pour développer l'éolien en mer et prendre en compte la biodiversité dans son développement est la question des lacunes de la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance dans le domaine de la biodiversité marine, elle est principalement accessible dans le proche côtier. Dès qu'on s'éloigne de la côte, on a de moins en moins de données. Donc c'est à ce titre que l'État finance de nombreuses études comme Migralion, Migratlan sur les oiseaux migrateurs en particulier. Mais c'est aussi l'État qui reçoit de l'état initial de l'environnement sur les futurs sites de projets éoliens mer afin d'acquérir de la donnée et afin de pouvoir à terme mettre en œuvre des mesures ERC qui soient les plus complètes possibles. Par ailleurs, un des enjeux auxquels l'État fait face justement pour mettre en œuvre ces campagnes et les protocoles qui gouverneront ces campagnes et la question du manque de plateformes qui recenserait l'ensemble des données qui ont déjà été récoltées sur une zone. Donc des travaux ont commencé pour essayer d'homogénéiser cette récolte de données et leur mise à disposition, mais il reste encore beaucoup à faire pour qu'il n'y ait pas, entre guillemets, des campagnes perdues qui auraient été réalisées, mais pour lesquelles soit on n'a pas assez d'informations, soit on a eu de la perte d'informations. En mer, l'un des enjeux principaux est que la compensation est très compliquée. En tout cas, il y a peu de moyens de compensation en mer. Et à ce titre, le souhait de l'État, c'est vraiment de pouvoir mettre en œuvre une séquence ERC la plus complète possible. Et à partir de ce postulat, vraiment de mettre l'accent sur l'évitement et ensuite la réduction des impacts de l'éolien en mer. Pour mettre en œuvre cette séquence ERC, il faut acquérir de la donnée. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il y a un intérêt dans tous les programmes dont on a discuté auparavant. Mais il faut aussi comprendre ces impacts. Et c'est aussi l'objectif de certaines études qui sont financées dans le cadre de l'Observatoire de l'éolien en mer. Par ailleurs, un des enjeux sur lequel je souhaite terminer mon propos est la question de l'évolution d'un site avant et après éolienne. Aujourd'hui, lorsqu'on réalise nos campagnes en mer, il n'y a pas d'éolienne, et donc on réalise un état initial de l'environnement, puis un état de référence d'un site hors éolienne. Ensuite, il y aura des éoliennes. Et un des impacts concrets, typiquement, c'est que s'il y avait des campagnes avions à basse altitude, elles ne pourront plus être réalisées. Donc, il est important de trouver des moyens alternatifs d'acquérir de la donnée tout en conservant la qualité associée. Je pense que c'est bon pour la petite présentation. Je pense qu'il y a énormément de points là qui ont été soulignés par l'État, pas mal de défis. Donc moi j'ai noté quelques points. On va sûrement pas réussir à tout traiter, je pense, aujourd'hui en une demi-heure d'intervention. Mais parmi les défis, on a parlé d'impact cumulé. Donc comment est-ce que l'augmentation du nombre de parcs peuvent avoir des impacts potentiels, des impacts cumulés sur la biodiversité. On a parlé des lacunes de connaissances, donc c'est un point qui a été bien souligné sur l'écologie des espèces. Un challenge supplémentaire qui a été aussi cité, c'est la question de la distance par rapport à la côte et les suivis justement dans ce contexte dans un milieu qui est plus au large. Et puis un point important qui a été aussi souligné sur le besoin de définir des outils, de définir des protocoles standardisés pour le suivi de la biodiversité pendant les différentes phases de parc. Et on a parlé aussi d'homogénéisation de données. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de points qui ont été soulignés. Mais avant de commencer à essayer de revenir un peu sur certains de ces points-là, j'aimerais m'adresser à vous pour avoir déjà une première définition de ce qu'on entend par mégafaune marine. Parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de biodiversité, mais la thématique de notre table ronde, c'est le focus quand même sur la mégafaune marine. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu une définition? Qu'est-ce qu'on entend par mégafaune marine? Et c'est quoi les particularités en fait de la mégafaune marine? Donc je vais peut-être m'adresser d'abord à toi, Mathieu. Merci, Georges. Donc, la mégafaune marine, en fait, c'est un terme un peu fourre-tout, parce que ce n'est pas une définition, on va dire, taxonomiquement valable, puisqu'on va regrouper sous ce terme un peu parapluie les mammifères marins, de la baleine aux marsouins, qui ont vraiment des tailles très différentes. Ça va être aussi des
des oiseaux marins qui vont aller de l'Océanie de tempête pardon, au puffin ou on va dire au fou de bassin. On va aussi compter là-dedans les grands poissons. En fait, on n'a pas vraiment une unité ici taxonomique. Nous, en fait, quand on travaille, on dit par exemple à La Rochelle Université qu'on travaille sur la mégafaune marine, on va plutôt avoir une approche un peu fonctionnelle. On va travailler sur des animaux qui sont plutôt, on va dire, au sommet des réseaux trophiques, qui vont avoir peu de prédateurs. Souvent aussi, ils vont avoir en fait des temps de génération assez longs, donc une longévité assez poussée, et une faible productivité, donc avoir peu de petits par an. Donc en fait, ça fait un ensemble de caractéristiques, de traits d'histoire de vie, plutôt qui va définir tous ces animaux. Et l'autre chose qui va les définir, c'est souvent que c'est des animaux qu'on peut voir à l'œil nu depuis un bateau ou depuis un avion. Donc c'est pour ça on va parler de mégafaune marine ici. Parce que les outils de suivi qu'on a utilisés traditionnellement reposaient sur l'observation visuelle. Je ne sais pas si tu veux compléter, Karine. Je peux peut-être apporter la vision qui nous préoccupe à France Énergie Marine aussi. C'est des espèces qui représentent un challenge supplémentaire parce que Pardon, je vais enlever le casque aussi, qui représente un enjeu supplémentaire puisqu'elles sont souvent emblématiques et donc peuvent poser problème pour l'acceptation des développements de parcs. Et donc dans la partie acquisition de connaissances qui présente un sacré challenge puisque elles se déplacent sur de longues distances souvent et elles sont particulièrement difficiles à observer. Parce qu'en tout cas pour la partie gros poissons, mammifères marins, ils se trouvent sous la mer plus de 90% du temps. Et pour les oiseaux, pareil, ils peuvent courir de très longues distances, notamment lors de migrations. Ok, très bien, merci. Donc on a un peu... Yann, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ou Non, oui, juste pour revenir sur ce que disait Karine juste à l'instant, c'est vraiment l'aspect mobilité qui nous intéresse aussi sur ces espèces et c'est aussi tout l'enjeu pour effectuer le suivi de telles espèces qui sont marquées par de très fortes mobilités à l'échelle nationale, européenne, plus large. Très bien, ça m'amène à ma deuxième question, hein, puisque en fait, parmi les points qui ont été soulevés par Mathieu Laurent de la DGEC, c'était il a parlé de lacunes de connaissances, d'adaptation de protocoles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les protocoles qui sont utilisés principalement aujourd'hui pour l'acquisition de connaissances sur ces espèces qui ont une mobilité large, qui sont, je ne sais pas, peut-être Mathieu, par rapport à des suivis officiels, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ou qu'est-ce qui est fait habituellement pour étudier, en fait, pour améliorer la connaissance sur ces espèces qui sont à mobilité très très large? Alors, effectivement, le défi qui est de poursuivre ces espèces à une échelle écologiquement appropriée, c'est qu'il va falloir couvrir de très très grandes zones en mer. Ce qui a été souligné, c'est qu'il ne faut pas se contenter effectivement de ce qui se passe près des côtes, il faut aussi aller vers le large. Et donc ça va demander des moyens assez conséquents, soit par bateau, soit aérien. Et à l'heure actuelle, effectivement, les suivis qui sont déployés, ils sont à l'échelle nationale, mais surtout en fait à l'échelle internationale, si on veut avoir tout le contexte au niveau de la population de certains de ces animaux, comme les cétacés. Donc en fait, historiquement, les grandes campagnes de suivi, elles ont commencé en 1994 en Europe, avec la campagne SCANS, qui était vraiment centrée sur la mer du Nord pour suivre en fait le marsouin commun, qui est une petite espèce de cétacé. Et elles sont progressivement ensuite étendues vers, on va dire, l'offshore, avec en 2005-2007 les campagnes SCANS 2 et CODA. En 2016, la campagne SCANS 3, qui est descendue un peu plus d'ailleurs vers aussi vers l'ouest de l'Irlande, avec la campagne Observe. Et on a une dernière campagne en 2022, à l'été 2022, sur la campagne SCANS 4, là qui a couvert les eaux depuis en fait, le Portugal jusqu'à peu près le sud de la Norvège, donc une couverture de 1 700 000 km² et 75 km d'effort. Donc ça, c'est pour avoir en fait le contexte vraiment populationnel sur un certain nombre
de mégafaune marine, mammifères, oiseaux. Et c'est des campagnes coordonnées qui sont visuelles, en fait. Ce sont des observateurs qui sont dans des avions. Et pour pouvoir identifier les espèces, en fait, il y a une certaine contrainte qui est qu'on ne va pas voler trop haut. Sinon, on va avoir beaucoup de problèmes à identifier certaines espèces. Et on a déjà, à la hauteur à laquelle on vole, donc c'est près de 180 mètres, on peut avoir déjà des problèmes d'identification entre certaines espèces. Pour la France particulièrement, par exemple, entre dauphins communs et dauphins bleus et blancs. Ça peut arriver. Donc ça, c'est voilà comment est-ce qu'on fait le suivi scientifique à l'échelle de la population quand on adopte le point de vue de ces espèces-là. Et c'est un autre point de vue qu'il faut prendre si on veut regarder maintenant, je pense, les sites d'éoliens offshore. On change un peu, on se décentre de l'animal lui-même pour se concentrer sur le site. D'accord, très bien. Donc là, on est encore sur la connaissance, l'acquisition de connaissances à des échelles larges. Donc là, vous avez parlé des suivis essentiellement avions, si je comprends bien. Je voudrais m'adresser à peut-être Yann. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres types de suivis large échelle? Est-ce qu'il y a d'autres types de suivis qui peuvent être appliqués à l'acquisition de connaissances large échelle? Alors oui, on a deux bons exemples actuellement qui ont lieu en cours, deux programmes, le programme Migratlan et Migralion, qui ont été évoqués par Mathieu Laurent dans la vidéo. Ces programmes en fait ont été mis en place récemment, partant du constat qu'on avait de grosses lacunes de connaissances sur la migration en mer de la faune terrestre migratrice. Également des lacunes de connaissances sur les zones fonctionnelles des oiseaux marins en mer. Et enfin aussi des très grosses lacunes de connaissances sur la présence potentielle de chiroptères, c'est-à-dire de chauves-souris, d'espèces de chauves-souris en mer. Et donc, partant de ce constat de la communauté scientifique, il a été décidé en fait, de mettre en place tout d'abord le programme Migralion à partir de 2021 au niveau du golfe du Lion, un programme multipartenarial et qui se base sur différents types d'approches pour essayer de combler ces lacunes de connaissances. Et la même chose a été mise en place plus récemment depuis le début de l'année 2023, donc cette année, au niveau de l'arc atlantique, donc au niveau Atlantique et Manche, mer du Nord, et c'est le programme Migratlan. Donc là, il y a quelques exemples ici sur l'image qu'on peut voir, des différents types de suivis qui sont effectués dans le cadre de Migratlan et Migralion. On a par exemple des campagnes en mer ou des survols aériens qui ont pour objectif d'avoir un échantillonnage assez large de l'avifaune sur les secteurs qui sont étudiés, donc Golfe du Lion et arc atlantique. On a aussi des suivis télémétriques, c'est-à-dire équiper des animaux avec des équipements qui vont permettre de les localiser par GPS par exemple, ou de les géolocaliser également par des méthodes de lumière, de photométrie. Ce qui va permettre d'avoir des informations sur les déplacements à une échelle assez large, qui peut être à la fois à l'échelle nationale, mais également des mouvements à l'échelle européenne, et également avec les autres continents, puisque la migration ne s'arrête pas à l'Europe ni à la France, et va bien au-delà. Et puis on a aussi les suivis radars, qui sont un très bon exemple des objectifs qu'on peut avoir à large échelle. Notamment les radars météorologiques. On a un autre projet en parallèle qui s'appelle le projet Sémaphore, qui est actuellement en cours en France, qui a pour objectif d'utiliser les radars météorologiques afin de quantifier l'avifaune migratrice. En fait, les radars météorologiques nous permettent par exemple d'estimer les précipitations, mais on peut également, dans les échos de retour de ces radars, essayer d'identifier l'avifaune migratrice. Et donc, on a un travail justement qui est sur l'amélioration des algorithmes dans le cadre de ce projet pour détecter au mieux l'avifaune et la migration à large échelle. Donc tout ça pour dire en fait qu'aucune des approches qui sont ici présentées et qui sont utilisées dans ces projets, notamment Migratlan ou Migralion, ne permettent d'avoir une vision exhaustive de la réalité de terrain. Et donc c'est l'utilisation combinée de toutes ces approches qui permettent d'avoir une image la plus fiable possible de la réalité de terrain. Merci beaucoup Yann.
Du coup, oui, vous avez cité pas mal de méthodes différentes. J'aimerais m'adresser maintenant à Emma. Enfin, une troisième question, enfin, j'en parlerai avec plusieurs d'entre vous, mais toutes ces campagnes à large échelle que vous décrivez, est-ce que c'est des suivis qui sont adaptés au suivi de l'éolien offshore? Est-ce que c'est des méthodes qui sont aujourd'hui utilisées? Et est-ce qu'elles sont adaptées aux différentes phases d'un projet avant, après installation du projet? Est-ce que ces différentes techniques, méthodes de suivi sont adaptées? Alors, ça fonctionne, oui. Donc effectivement, nous mettons en place des protocoles et effectivement, il y aura des protocoles différents pour répondre à des questions, spécifiques. Et nous, en tant qu'exploitants de fermes, de parcs offshore, l'objet des suivis, c'est de qualifier l'interaction de la mégafaune marine avec les éoliennes offshore et de qualifier et quantifier les impacts de la ferme. Donc les protocoles sont légèrement différents. Donc ceux qui sont faits dans le cadre de Migratlan, de Migralion, on est focalisé sur nos projets. Et donc ces protocoles-là, ils sont cadrés dans nos arrêtés préfectoraux, nos autorisations environnementales. Pour les mettre en œuvre, on s'appuie sur des experts externes, donc des bureaux d'études. Je cite Biotope qui est présent aujourd'hui sur Energaia. Donc, nous travaillons aussi avec CETEC InVivo, Créocéan, donc qui sont des experts extérieurs qui nous appuient. Parce que donc, sur Provence Grand Large, on a à peu près une petite dizaine de suivis environnementaux qui va donc de la qualité de l'eau à l'acoustique sous-marine, aux mammifères marins, aux oiseaux bien sûr. Et puis ces protocoles-là font l'objet d'une validation d'un comité de suivi qui est constitué par le préfet également. Et sur Provence Grand Large, ce comité de suivi extérieur, il est constitué exclusivement d'experts scientifiques. Donc c'est un peu le process est très on s'appuie sur une expertise extérieure, mais on va chercher la validation d'un comité scientifique encore à côté. Et donc c'est finalement une fois qu'on a validé toutes ces étapes-là, on peut déployer ce protocole grandeur nature et donc et acquérir de la donnée selon différentes phases du projet. La phase avant construction, 1 an avant construction pour avoir un état de référence. Ensuite, on maintient certains suivis en fonction des enjeux pendant la phase de construction. Et puis, donc pendant la phase d'exploitation, ces suivis sont maintenus, bien sûr, pour évaluer l'impact du parc offshore sur les différents comportements environnementaux, sur la mégafaune marine, en l'occurrence. Et donc, ça nous sert à suivre les populations locales qui viennent en interaction avec nos machines, à qualifier ces interactions-là. Et aussi, ça nous sert à qualifier, l'efficacité des mesures de réduction qui sont prises sur place. Donc, je pense notamment, par exemple, sur Provence Grand Large, où on va donc mettre en œuvre de l'effarouchement sur chacune de nos 3 éoliennes. Et donc, les suivis environnementaux, les technologies embarquées nous servent aussi à qualifier l'efficacité de ces mesures de réduction. Voilà. Mais donc, c'est effectivement les échelles, les protocoles sont adaptés pour répondre à différentes questions. Et à la fin, les bases de données, les données qui sont constituées sur nos parcs viennent alimenter des programmes de recherche de France Énergie Marine, parce que bien sûr, c'est à travers des programmes de recherche extérieurs qu'on peut se défocaliser, dézoomer, et puis dégager des visions de façade, dégager des visions filières, dégager prendre du recul, se sortir de la spécificité du lieu. Voilà. Et c'est en ça qu'on vient apporter des données brutes à une réflexion qui doit être dézoomée. Voilà. Merci beaucoup, Emma. Du coup, je vais rester sur la même question, mais je vais revenir vers toi, Mathieu. Donc, on a parlé donc de ces campagnes très large échelle, pas mal de campagnes de survol aérien. Comment est-ce que, à ton avis, ces méthodes peuvent être adaptées ou transférées vers le contexte spécifique de l'éolien? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur
sur cette... parce qu'on a parlé de l'échelle très large, de ton point de vue. Alors, c'est vrai que quand on a dû réfléchir sur passer à ce changement d'échelle, on a tout de suite été confronté un petit peu, nous, au problème de se dire, mais si on regarde vraiment à l'échelle du parc, on le survole en moins de 10 secondes. Donc, en fait, il faut qu'on regarde un peu plus aussi autour. Donc, il y a un buffer à prendre en compte autour du parc pour essayer aussi encore quand même d'avoir un contexte local, encore une fois, sur des espèces comme l'a souligné Karine, qui sont parfois difficiles à détecter. Donc on peut aller en faire un suivi, ne pas voir des animaux même s'ils sont présents parce qu'ils ne sont pas disponibles en fait, à l'œil humain à ce moment-là. Et peut-être un challenge qui avait été, on va dire, pas complètement anticipé, c'était que donc, les protocoles utilisés proviennent de ces grands suivis, de quantifier en fait l'abondance. On veut savoir le nombre total qu'il y a d'animaux sur une grande zone et leur distribution, à maintenant en fait un état des lieux à un niveau plus local, à comment ça va changer au cours du temps, s'il y a un impact pendant le cycle de vie maintenant du parc. Et une fois que le parc est construit, une fois que les éoliennes sont mises en mer, en fait, pour des raisons de sécurité, on voit que le protocole va changer puisqu'il va falloir voler plus haut pour des raisons de sécurité évidentes. Donc c'est là où le projet Ovsom, que je vais peut-être passer la main à Karine pour plus en parler, est né. En fait, c'était pour adresser ce problème, en fait, c'est pas ce problème, mais ce challenge là sur le suivi, sur le cycle de vie d'un parc. Et peut-être pour aussi remettre en contexte, ça a été souligné là très récemment dans un rapport de la Cour européenne des auditeurs sur le fait qu'en France, le temps moyen de construction d'un parc est de 11 ans. En fait, ce suivi-là, on n'a peut-être pas eu le temps, on n'a peut-être pas bien vu qu'il y aurait ce changement de hauteur, de vol, et les impacts que ça allait avoir au moment où on a commencé à faire certains états initiaux. Donc maintenant, on a la question de certains états initiaux ayant été faits avec une certaine hauteur de vol, comment est-ce qu'on va garder une comparabilité de ces données sur l'état initial, sur toutes les données maintenant qui vont être collectées de manière réglementaire pour suivre au cours du cycle de vie d'un parc. Très bien. Merci du coup, Karine. Vous nous avez fourni cette... Oui, je peux compléter ce que disait Mathieu. On a eu le plaisir de travailler ensemble sur le projet Ovsom. Donc un des objectifs du projet Ovsom, c'était justement de voir si on pouvait comparer ces méthodes, donc ce qu'on a appelé l'intercalibration. Et donc on a mené simultanément des survols à la fois à basse et haute altitude. Et à bord de l'avion à basse altitude, il y avait un observateur visuel, et ensuite pour chacun des avions il y avait aussi des caméras, donc les méthodes digitales, puisque c'est ce qui va être utilisé une fois que les éoliennes sont en place, les survols haute altitude avec des caméras. Au total, dans le projet Ovsom, on a organisé 14 campagnes d'intercalibration sur 5 sites pendant plusieurs saisons. Donc on a eu accès à des données notamment d'EDF, d'Ocean Winds, mais aussi pu travailler avec la direction de l'énergie générale de l'énergie et du climat, avec des données de l'AO4 et de l'AO5. Et on a pu voir que les comparaisons entre les méthodes n'étaient pas si simples que ça. Il y a eu beaucoup d'hétérogénéité et peut-être qu'on en reparlera plus tard. Ok, très bien. Mais bon, c'est déjà un bel exemple là, d'adaptation nécessaire pour ce type de suivi. Moi, j'aimerais qu'on discute aussi d'autres types de suivi. Donc là, on a pas mal parlé en fait, de suivi à l'échelle large. Est-ce qu'il y a des suivis plus spécifiques à des échelles beaucoup plus fines, beaucoup plus locales, du coup, qu'on n'a peut-être pas suffisamment développé jusque-là. Du coup, je ne sais pas si Yann... par rapport à d'autres méthodes de suivi au niveau des parcs, donc on a parlé tout à l'heure de télémétrie, on a parlé de radar. Est-ce qu'il y a d'autres types de suivi qui sont peut-être très locaux pour la mégafaune marine, donc au sens large, donc c'est la faune volante, c'est les mammifères marins, enfin voilà, il y a pas mal d'espèces qui peuvent être concernées par ça. Oui.
Alors c'est vrai que du coup cette notion d'échelle elle est très importante sur les suivis avifaune. Bon, on a vu de ce que j'ai pu expliquer tout à l'heure sur les programmes Migratlan et Migralion qui sont des objectifs à large échelle et multipartenariaux réalisés par la communauté scientifique pour avoir des réponses à large échelle. Ça va permettre d'avoir des bonnes connaissances à l'échelle populationnelle et à l'échelle nationale et internationale. Mais pour répondre à des questions plus spécifiques, typiquement par exemple l'utilisation des suivis télémétriques permet d'adresser des réponses à l'échelle des comportements, à l'échelle d'une population en ayant un sous-échantillonnage des individus suivis. Mais l'utilisation aussi de ce type de suivi télémétrique, lorsqu'on a des capteurs qui sont assez précis, permet aussi d'adresser des questions qui sont beaucoup plus à micro-échelle, à l'échelle par exemple d'interaction avec un parc éolien ou d'interaction avec une structure offshore. Et c'est notamment une des questions qui va être adressée dans le cadre du programme Drakkar Mermaid, où on a pour objectif d'avoir une multi-instrumentation du MAT Fécamp, qui est un MAT-mesure localisé en Manchester, et où on va avoir de très nombreux capteurs qui vont suivre à la fois la mégafaune marine, mais également aussi l'avifaune. Et on va avoir un complément de type d'approche, donc par exemple des outils tels que l'utilisation de pièges photographiques pour pouvoir mesurer l'effet perchoir, l'effet reposoir sur les structures offshore, donc à quel point une structure offshore peut permettre à l'avifaune de se reposer, mais également par exemple aussi l'utilisation de caméras vidéo pour pouvoir justement étudier l'avifaune et également la mégafaune en surface et voir les interactions directes avec une structure offshore. Ok, merci. Peut-être revenir vers toi, Mathieu, par rapport à ces suivis fine échelle, toute cette série d'instrumentation en termes d'écologie. Quel est ton point de vue sur quelle connaissance aujourd'hui, dans ce contexte de développement de la mer, dans ces suivis qui pourraient être mis en place dans des zones plus lointaines de la côte, en termes de connaissances sur l'écologie des espèces, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus ? Alors, comme ce qu'a souligné Karine, c'est vrai que par exemple dans Ovsom, il y a eu un effort assez unique, je pense, d'acquisition de données sur plusieurs années, sur plusieurs saisons. Et c'est vrai que si à grande échelle, on a des visions maintenant qui sont assez claires, en fait, ces grandes échelles, on n'a jamais réussi principalement à la faire qu'en été, quand les conditions sont vraiment bonnes pour l'observation. Et un peu en hiver au niveau national. On a aussi des campagnes qui ont été réalisées l'hiver. Mais là, on a eu des suivis grâce en fait, à ce besoin de faire un état initial, un suivi saisonnier. Donc on a réussi aussi à avoir des variations saisonnières. Là, je pense peut-être plus particulièrement avec un projet qui avait été financé par la DGEC à Dunkerque, en fait à Dunkerque, sur... alors je ne sais plus c'est quel AO, celui à Dunkerque. L'AO3, donc où on avait pu suivre, je crois, pendant 2 ans sur chaque saison par survol la mégafaune, et on avait pu voir effectivement des mouvements, ce qu'on pense être des mouvements de population chez les marsouins, et c'était voilà, des données un peu aussi uniques puisqu'on n'avait pas encore documenté réellement les variations saisonnières à une telle échelle. Donc c'est sûr qu'il y a un apport clair sur les états initiaux à ce niveau-là de ce type de suivi. Et encore une fois, parce que aussi on avait fait attention à ne pas... C'est là où voilà, les objectifs parfois peuvent être... Il y a un compromis à avoir entre... On revient sur les histoires d'échelle, l'échelle du parc et l'échelle du point de vue de la mégafaune marine qui est très mobile, où il faut regarder tout un buffer autour pour pouvoir interpréter correctement ce qui est en train ou ce qui va se passer. Très bien. On comprend qu'il y a une complémentarité importante entre les échelles pour avoir une vision globale. Mais moi, j'aimerais comprendre, et ça revient un peu aux points qui ont été soulevés par la DGEC au début, donc avec toutes ces données, tous ces différents types de suivi, comment on traite ça, comment on gère ça en fait, qu'est-ce qu'on en fait, Karine peut-être? Ça dépend de quel point de vue on se place. Je pense que typiquement, une bonne partie de ces données, à la fois sur les distributions, les abondances,
sur les fonctions écologiques et potentiellement des réactions à certains impacts. Ça peut servir à des approches telles que l'approche écosystémique pour caractériser les impacts cumulés. Après, quand on en vient à des grands ensembles de données, il faut soit beaucoup de temps humain, soit typiquement aller vers des développements d'analyse automatisée. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à faire dans Ovesome, donc à partir de caméras qui a été déployées sur le mat fécamp que Yann a mentionné tout à l'heure. Donc là, on peut voir sur la slide, donc c'est un algorithme qui permet de détecter un oiseau en vol autour du mât. Et puis, on peut l'utiliser, ces méthodes-là, sur différents types de données, aussi bien des données acoustiques sous-marines, par exemple, pour caractériser la présence et l'absence des mammifères marins, mais aussi leur comportement, si on pousse ces détections à un type de signal bien spécifique. Et donc, si on veut aller vers de l'acquisition de données fine échelle, comme le mentionnait Yann, parce que ces moyennes, ces grandes échelles, elles apportent une information spatialisée. Si on le fait sur plusieurs saisons, on peut voir des variations saisonnières. Mais le fait d'aller vers de l'acquisition continue permet de pouvoir suivre vraiment en détail ce qui se passe et de pouvoir capter les mécanismes qui peuvent engendrer des changements du fonctionnement de l'écosystème. C'est un peu comme si on avait quelqu'un en mer, à poste, tout le temps, avec une paire de jumelles, mais qui est aussi capable d'écouter sous l'eau et qui nous explique ce que font ces animaux au large, quoi. Mais concrètement, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, quelqu'un qui est placé en mer, il va pouvoir interpréter les différentes informations qu'il reçoit et faire le couplage entre ces informations. Avec l'intelligence artificielle, comment on fait ça en fait? C'est une question piège. Moi, je suis biologiste marin. Donc, en fait, il y a quand même toute une partie de collecte de données. Alors, donc, nous, ce qu'on fait, c'est, par exemple, au mat fécamp, on arrive sur une zone, on ne sait pas ce qu'on peut observer. Donc, le but, c'est d'abord, on enregistre tout ce qu'on peut. On crée des bases de données on va travailler avec des experts qui vont pouvoir annoter ces bases de données. Donc, par exemple, là, dire il y a un oiseau, il n'y a pas d'oiseau, j'entends un dauphin, un marsouin, etc. Et donc, on constitue des bases de données d'apprentissage. Et ensuite, on a des personnes qui sont bien plus qualifiées que moi qui développent ces algorithmes. Et où après, il faut quand même une étape de qualification de la donnée de ces détections par un regard d'expert. Et donc le but, c'est d'aller vers des approches où on pourrait implémenter les algorithmes en mer et d'avoir des détections en temps réel et d'avoir accès à de l'information en temps réel, quoi, ce que les animaux font. Voilà. Et comment on agrège toute cette information, toutes ces modalités qui sont suivies et qu'est-ce que ça peut donner comme information en fait? Grâce à toi, Georges. Non, mais donc ces informations sur l'écologie, le comportement des espèces, mais aussi les liens trophiques entre ces espèces, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir, de mesurer plusieurs compartiments de la mégafaune marine, voir si on observe des covariances dans leur présence et leur comportement, pour ensuite alimenter typiquement des modèles de l'approche écosystémique et pouvoir améliorer ces modèles à fine échelle pour quantifier les impacts cumulés. Je peux rajouter quelque chose. Le besoin, en tout cas pour nous développeurs, c'est vraiment de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes, mieux comprendre pour mieux protéger, c'est-à-dire que nous, derrière, en fait, on améliore sans cesse nos connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes en mer et ça nous aide à proposer dans nos futurs parcs ou même à réviser, à revoir nos façons de suivre ou de fonctionner, de proposer donc des meilleures solutions ou d'améliorer sans cesse notre intégration, l'intégration de nos projets dans l'environnement. Donc c'est vraiment... à la fin, nous, on est à la fin de la chaîne, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les connaissances qui sont acquises et que vous remettez sans cesse que vous apportez. Nous, derrière, on essaye de les récupérer, de les intégrer pour nous remettre en question et revoir nos façons de faire. Et en tout cas, ça nous permet
de qualifier nos façons de faire. D'accord, très bien. Merci Emma. Oui, du coup, vous êtes preneur de tout Complètement. développement, Exactement. notamment des indicateurs plus puissants, plus Exactement, complets, plus robuste. multimodal. On a évoqué les conditions météorologiques. Donc c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des tempêtes, quand voilà, on ne peut pas avoir d'observateurs en mer. Et c'est ça la force d'aller plus loin avec la technologie, c'est nous permettre justement d'acquérir de la donnée jusqu'à présent qui n'existe pas dans des conditions météorologiques difficiles où il n'y a pas d'observateur en mer. La nuit aussi, on nous posait la question. Aujourd'hui, voilà, donc, et ça, clairement, toutes ces études-là, on parlait du mât et de tous les systèmes qui vont être embarqués sur le mât. Ça va clairement alimenter et contribuer à améliorer la connaissance et la compréhension de fonctionnement des écosystèmes. Merci beaucoup Emma. Je vais arriver à la question d'après et je commence par toi Emma. Ça va être sur la question de la transférabilité en fait. Et quand je parle de transférabilité, c'est comment, de protocoles, etc., de méthodes de suivi, comment est-ce que ça se passe si on change de site, si on est sur des façades maritimes différentes, ou si on change aussi de structure, si on est sur du monopieux versus du flottant ou du jacket, etc. Est-ce qu'il y a des adaptations différentes, des questions de transférabilité, que ce soit entre façades? Je ne sais pas, côté EDF renouvelable avec les différents parcs, est-ce que le type de suivi qui sont mis en place, est-ce qu'il y a des particularités, des adaptations? Oui, chaque site est spécifique et sur chacun des sites, il y a des enjeux environnementaux qui sont différents et donc les protocoles sont adaptés en conséquence. Après, sur des systèmes un peu plus expérimentaux comme les radars, on expérimente des radars pour observer la vie faune et donc on ne va pas utiliser, on n'a pas forcément... on n'est pas sur des suivis sur étagère. Bon, ben voilà, il faut faire un suivi d'avifaune. Je vais regarder ce que j'ai sur l'étagère. J'embarque mon radar, je le branche et ça fonctionne. Il n'y a absolument aucun problème. Non, il faut être tout à fait honnête. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, on ne travaille pas forcément avec les mêmes radars sur chacun de nos projets. On a des radars avifaune qui sont différents. Sur Provence Grand Large, on a un radar 2D, on a le système Muse de DHI, alors qu'on va avoir des radars 3D sur nos parcs normands. Donc, et justement, on a le lien qu'on a avec France Énergie Marine aussi, c'est ça, c'est d'essayer de vous faire bénéficier du REX, de vous, que ça aille dans les deux sens, et donc d'apporter, de juger, oui, de la robustesse. Nous, en tout cas, ça nous amène une certaine expérience sur l'utilisation de ces outils-là, sur ce qu'on est capable, comment on est capable de les maintenir en mer dans des conditions extrêmement difficiles. Et puis quelle information on peut en tirer. Et donc voilà. Mais encore une fois, c'est vrai que chaque site est spécifique. Alors c'est difficile d'être. Il y a bien sûr des choses qu'on pourra. Je pensais à l'acoustique aussi. On n'a pas parlé, mais pour la mégafaune marine, on a des systèmes acoustiques sous-marins pour écouter les mammifères marins, essayer de qualifier leur présence sur site, etc. Donc ça, c'est des. On voit que c'est des systèmes qu'on peut déployer sur toutes les façades. Il y a un socle commun de technologie, mais ça reste encore une fois, on peut toujours améliorer, on peut toujours, et donc ça reste des domaines qui restent ouverts à la R&D pour toujours progresser, aller plus loin dans la connaissance. Merci. Du coup, Mathieu et Karine, par rapport au projet OSOM que vous avez cité, les travaux que vous avez menés sur l'intercalibration, sur des traitements de différents types de modalités de suivi, est-ce que c'est des méthodes qui sont transférables et est-ce qu'il y a des limites dans la transférabilité, besoin de données qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, ce qu'on pourrait en dire à l'issue d'OSOM maintenant, c'est que s'il faut faire de l'intercalibration, la meilleure manière de faire de l'intercalibration, c'est de ne pas avoir à la faire. Parce qu'on a pu voir en fait pendant le projet qu'il y avait vraiment une très très grande hétérogénéité, même au sein d'un site, en fonction des saisons. On pouvait avoir c'était pas, il n'y avait pas un facteur constant qu'on pouvait appliquer facilement pour permettre une
comparabilité du résultat qu'on rendait à partir des données d'observation visuelle et du résultat qu'on rendait à partir des observations digitales à la même hauteur. Donc là, on voyait vraiment que c'était très délicat, en tout cas pour cette intercalibration-là. En revanche, l'intercalibration, on va dire, sur des systèmes d'acquisition digitaux à différentes altitudes, ça paraissait beaucoup plus réaliste, faisable ici, même si je pense qu'il faut garder quand même, et là tu me corrigeras Karine, c'est en tête que ce n'est pas forcément transférable d'un site à l'autre. Donc en fait, les spécificités de chaque site, il y a un contexte à chaque site qu'on n'a pas encore très bien saisi, compris quels sont ces facteurs contextuels qui peuvent expliquer une grande part de la variabilité qu'on voyait. Et donc il y a ici à avoir une certaine prudence, mais quelque part, s'il y avait quelque chose, je pense une recommandation forte qu'on peut faire d'Ovsom, c'est de dire pour le suivi des parcs éoliens sur leur cycle de vie, il faut commencer par les technologies digitales, parce qu'on sait que voilà, en anticipant tout le cycle de vie, c'est avec cette méthode d'acquisition-là qu'on aura le moins de problèmes de comparabilité. Karine, et je rajouterais aussi de dire digital, mais directement en configuration EMR, en essayant de changer le moins possible de technologie en cours de route, et en s'assurant de la transférabilité aussi, par exemple des algorithmes de détection automatisés des images digitales. Puisque il y a plusieurs biais qui peuvent entrer dans ces variations, et en fait ce serait dommage de penser qu'il y a une variation d'abondance et de distribution des populations locales, alors qu'en fait elle est juste liée à un changement de méthodologie. Donc je dirais... Non, mais ça c'est un point très important, c'est-à-dire qu'on peut attendre par exemple que les algorithmes s'améliorent. On peut anticiper qu'avec l'innovation, il y ait une certaine, on va dire, évolution technologique sur en fait la qualité de la mesure qui est réalisée. Et on pourrait on peut imaginer par exemple qu'on se dise au cours du cycle de vie d'un champ d'éoliennes, il y a de plus en plus d'animaux. Est-ce que c'est vrai ? Peut-être que c'est vrai écologiquement, ou est-ce que c'est simplement que par exemple la manière dont on a mesuré ou qu'on voit des formes, des objets sur les images, s'est amélioré au cours du temps parce que nos méthodes aussi ont progressé. Donc c'est tout le défi qu'il y a ici aussi sur l'évolution en fait de la mesure qui est anticipée quelque part, même sur du digital pur. Donc on avait vu dans Ovsom, sans grande surprise par exemple, que sur des petites espèces comme les pingouins tordas, les guillemots, le digital était bien meilleur que l'œil humain, mais ça on le savait avant, quasiment, mais on a des facteurs de différence qui sont vraiment énormes ici. Là, il n'y a pas de doute que le digital permet on va dire, un suivi plus fiable sur ce type d'espèces qui sont difficilement détectables. Mais on peut aussi anticiper au sein du digital sur les échelles de temps dont on parle, le cycle de vie d'un champ d'éoliennes, qu'il va y avoir il y aura des améliorations. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et c'est vrai qu'une recommandation du projet Ovsom, c'est de préparer quelque part l'avenir là-dessus. Ok. Je pense qu'on peut en parler très 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 longtemps. Juste par rapport aux échelles plus larges, j'imagine que le protocole que vous avez développé, il a une très forte utilité pour faire la connexion entre le contexte vraiment éolien et le contexte plus large des données historiques en fait, qui sont collectées par SCANS, enfin toutes les campagnes à plus large échelle. Il y aura forcément une sorte de suite pour avoir une information à des échelles différentes, mais en termes de couplage digital observation, je pense qu'il y a quelque chose à poursuivre sur ce type de suivi-là pour garder la connexion aussi avec l'historique des données qu'on a avec uniquement observateurs à bord. Alors, oui, et je pense que ça revient aussi un peu à un point qui a été souligné par Mathieu Laurent, qui était sur un petit peu l'accessibilité de la donnée, même historique. C'est-à-dire que dans Ovsom aussi, une partie du travail a été d'essayer de développer un format de données qui permette
on va dire, d'utilisation facile de ces données-là, qu'elles soient visuelles, digitales, donc aussi avec un certain nombre de métadonnées qui soient renseignées correctement, et on va dire aussi donc une hiérarchie de la mesure, de sorte à ce qu'on puisse réaliser les analyses nécessaires pour suivre les impacts. Donc ce format, en fait, il est compatible avec ce qui est collecté par ailleurs sur les grandes campagnes. Donc ça permet en fait d'intégrer aussi des données locales aux besoins, selon les questions qui sont posées, avec des données à plus large échelle pour avoir le contexte global. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup là depuis le début de la table ronde. Cette, on va dire, de zoomer, dézoomer sur la mégafaune, c'est vraiment ce qui est au cœur de la préoccupation et du suivi des impacts pour ces espèces-là. C'est vraiment l'enjeu, et il nous faut à la fois le contexte global et ce qui se passe localement pour comprendre correctement tout l'impact jusqu'à l'écosystème quelque part. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Yann, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus sur la question de transférabilité en fonction des différentes méthodes, les connaissances en local. On a déjà sur la transférabilité, en fait, c'était plus pour repartir sur les questions on va dire d'interaction qu'il peut y avoir par exemple entre l'avifaune et les éoliennes en mer. En fait, il faut savoir quand même, si on se replace dans un contexte européen, on a quand même des bases de connaissances qui sont un peu plus loin au niveau de la mer du Nord, où on a des implantations d'éoliennes en mer depuis plus longtemps qu'en France, puisqu'on est dans un cadre un peu plus récent en France avec des installations plus récentes. Mais on voit bien en fait, notamment, Ovzon est un très bon exemple de la nécessité aussi de devoir acquérir des connaissances à des échelles locales, puisqu'on peut avoir énormément de variabilité dans la réponse aux méthodologies qu'on utilise. Très bien, merci beaucoup. On va arriver, parce que je vois le temps qui passe, à la fin de la dernière question de la table ronde. C'est faire un peu une synthèse de comment est-ce que les travaux scientifiques qui sont décrits aujourd'hui peuvent accompagner les besoins spécifiques de la filière concernant les potentiels impacts environnementaux des EMR. Et je souhaite revenir vers toi, Emma, par rapport à cette question. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ces différents travaux qui sont décrits, qui sont menés, peuvent répondre à des besoins spécifiques que vous avez en tant que développeur? Eh bien, je pense en premier à Ovzon, donc justement d'essayer de qualifier ces nouvelles technologies embarquées à bord des avions. Donc du coup, maintenant, c'est quelque chose qu'on va proposer systématiquement sur les projets qu'on a remportés sur Dunkerque, je pense. Donc voilà, effectivement, les machines vont être particulièrement de plus grande dimension, de plus en plus grandes, de plus en plus hautes. Et donc en fait, ça nous permet directement en fait de partir sur des technologies qui ont été qualifiées, dont la robustesse a été testée et qualifiée par France Énergie Marine. Et donc nous, ça nous permet aussi d'avoir aussi ce recul par rapport à des données qu'on a pu acquérir aussi historiquement sur d'autres parcs par des observateurs embarqués par avion. Donc en fait, finalement, ça nous aide à mieux comprendre, à mieux analyser, aussi à mieux valoriser l'historique de nos données sur la mégafaune marine, sur l'ensemble de nos parcs et sur nos façades. Donc voilà, mais c'est... encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment pour EDF Renouvelables, mais pour les futurs développeurs, sans cesse améliorer la connaissance et la compréhension des écosystèmes pour donc nous améliorer sur les futurs les futurs AO. Donc je suis sûre que EDF Renouvelables remportera. En tout cas, ça nous permettra de faire des études d'impact. Sans cesse améliorée, alimentée par cette nouvelle connaissance. Et puis donc on en parle aussi des impacts cumulés. Ça nous permet aussi de travailler, donc voilà, de dézoomer et d'élargir notre vision et de ne pas être toujours focalisé sur le parc,
mais donc d'essayer d'avoir une vision de façade et d'essayer aussi de comprendre et d'appréhender l'impact du futur parc dans un contexte où la mégafaune marine est impactée aussi par d'autres activités anthropiques aussi. Donc clairement, ça nous aide à être plus qualitatifs dans nos propositions et dans notre façon de travailler. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Emma. J'ai posé la même question aussi donc, à Mathieu Laurent. Merci pour votre question. Je vais désormais parler de la manière dont les résultats, en tout cas Ovsum, a pu être appliqué concrètement à la réalisation d'un état initial de l'environnement mené par l'État. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, avant un parc éolien en mer et après un parc éolien en mer, un site est différent. Avant, il n'a pas d'obstacle à la navigation ou au survol d'avions de basse altitude. Après, il y a des contraintes en particulier pour le survol basse altitude. Donc, un des intérêts d'Ovsum, ça a été de montrer qu'on pouvait acquérir une donnée qui était d'une qualité suffisante avec des survols haute altitude par rapport à des survols basse altitude. Donc, on a commencé à se questionner sur l'intérêt de survol haute altitude au sein de l'État et de la DGEC en particulier lors de la réalisation des états initiaux de l'appel d'offres numéro 5, donc en Bretagne Sud. Et on a décidé de réaliser quelques campagnes chaque année en haute altitude, tout en maintenant toujours un rythme élevé de campagnes basse altitude. Et les recoupements entre ces campagnes haute altitude et basse altitude ont permis de montrer l'intérêt des survols haute altitude et leur capacité à acquérir de la donnée qui était suffisante pour la réalisation d'un état initial de l'environnement. Ainsi, lorsque nous avons débuté les états initiaux de l'environnement pour l'appel d'offres numéro 7, donc au large d'Oléron, nous avons opté pour une solution qui est principalement basée sur des survols haute altitude et avec de temps en temps des campagnes basse altitude, toujours pour recouper les données et s'assurer de la bonne qualité de la mesure qui est récoltée. Donc Ovsum a vraiment permis un changement dans la manière dont on conduit nos états initiaux de l'environnement. Et en effet, étant donné l'intérêt de ce programme, c'est très certainement quelque chose qui sera étendu à l'avenir sur l'ensemble des états initiaux de l'environnement qui seront menés par l'État sur les zones de projet qui seront issues de l'exercice de planification en cours. Par ailleurs, les différents programmes qui ont été mentionnés, notamment Migralion et Migratlan, permettent vraiment d'acquérir une donnée d'intérêt qui sera utilisée dans la mesure du possible par l'État pour l'exercice de planification et ensuite par les développeurs lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre la mesure ERC dans leur demande d'autorisation. Pour finir, vraiment là, je souhaite rebondir sur cette phrase de Mathieu Laurent. Ovsum a induit un changement dans les suivis des états initiaux menés par l'État. C'est quand même très fort le travail que vous avez mené. J'aimerais qu'on puisse conclure cette table par des recommandations, parce que Ovsum, c'est un projet que vous êtes en train de clôturer, enfin qui vient d'être clôturé. Quelles sont les recommandations aujourd'hui? Et puis on a vu aussi Emma qui a dit la même chose, c'est-à-dire que ça a vachement nourri en fait les états initiaux ou les suivis qui seront menés dans les prochains AO. Si vous pouvez nous sortir quelques recommandations, vu que vous êtes en fin de projet, vous en avez déjà cité quelques-unes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure cette table ronde en termes de recommandations qui vont dans ce sens-là? Parce qu'on voit que c'est un projet vraiment qui a servi la filière au sens large. Alors, je vais laisser Karine donner les recommandations. Je voudrais aussi juste rebondir sur le fait que, quelque part, en fait, ce qu'on voit pointer, c'est le retard un petit peu de la France sur le développement éolien. Ici était une force, puisqu'on a pu faire les choses dans le bon ordre, quelque part. Et puis, on a pu, en fait, voir comment faire ces études d'impact, peut-être plus étroitement avec, on va dire, les opérateurs, les constructeurs, justement pour arriver à un meilleur suivi par rapport, on va dire, à l'historique qui s'est passé en mer du Nord où
on va dire, il y a eu aussi des tensions sur ces questions-là et ces problèmes de comparabilité, etc., où moi j'ai pu entendre dans certaines réunions que certaines données qui ont été collectées étaient complètement inutilisables, etc. Donc c'est vrai qu'ici, quelque part, le retard structurel de la France permet, si on le prend correctement, si on prend le train correctement en marche, d'éviter cet écueil-là. Après, je laisserai Karine conclure sur les recommandations spécifiques d'Ofsom. Merci Mathieu. Donc sur Ofsom, il y a quand même deux axes. Hein, l'axe survol dont on a beaucoup parlé et puis l'axe justement multimodal qui a permis de nourrir certaines réflexions et donner lieu au projet Drakkar Mermaze dont Yann a commencé à parler tout à l'heure. Pour la partie survol, je pense on le disait avec Mathieu, ce qui est ressorti, c'était vraiment d'essayer d'éviter l'intercalibration et donc de plutôt voler directement dans le cadre des survols, d'adopter la méthode en configuration EMR. Donc si ce sont des turbines plus grosses, plus hautes, d'office de prendre l'altitude de vol de quand il y aura les turbines avec le système digital qui correspondra. Sur l'acquisition de données aussi, donc pour ce qui concerne la partie multimodale, on voit que chaque source d'instruments apporte des connaissances différentes. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer d'aller vers une vision intégrée de l'écosystème, donc de réfléchir à des instruments complémentaires, pertinents, qui permettent de ne pas se focaliser juste sur un compartiment isolé, mais d'avoir une vision plus intégrée. Et en même temps de mesurer des paramètres environnementaux pour pouvoir mieux évaluer les impacts, mais aussi les variations liées aux conditions environnementales. Sur les questions de transférabilité, on a bien vu que c'était hyper important. En plus, dans la session d'avant, Robin expliquait comment un régime de vent peut être complètement différent en Méditerranée. Et en biologie, en écologie, ça a aussi des impacts sur notre capacité à acquérir de la donnée, mais aussi à la traiter derrière. Donc, notamment, autant il y a un pool d'instruments qui peut être transférable facilement d'un site à un autre, mais il y a un vrai effort collectif à faire sur le fait qu'on acquiert les données de manière standardisée. Donc, je pense par exemple aux fréquences d'acquisition de la donnée, puisque nous, on a vu ensuite derrière que ça avait une vraie influence sur les capacités de détection, par exemple, des algorithmes automatisés. Et donc aussi de se raccorder sur les méthodes d'analyse qu'on veut mettre en place et de prendre en compte l'effet des conditions environnementales sur nos analyses. Et donc là, dans Drakkar Mermaze, on a une vraie volonté de définir une feuille de route pour accompagner cette standardisation. Et dans les autres recommandations aussi, ces algorithmes d'intelligence artificielle, ça va être un outil puissant et vu la quantité de données, on ne va pas pouvoir faire sans. Mais par contre, il y a un vrai besoin de transparence sur les types d'algorithmes utilisés, leur performance, les jeux de données qui servent à entraîner ces algorithmes et un contrôle qualité derrière de la détection. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour vos interventions. Et puis, on va pouvoir prendre quelques questions de la salle. Je suis désolé, Karine, je vais t'embêter sur l'intelligence artificielle du coup, mais j'ai cru comprendre que du coup, pour cette histoire d'intercalibration de modèles, presque vous recommanderiez de ne pas utiliser les futures technologies qu'on aurait sur l'intelligence artificielle. Et moi, je pense à un truc, typiquement, donc là, sur Ofsom, vous avez travaillé sur une base de données que vous avez labellisée pour faire de la reconnaissance d'images. La quantité de données que vous allez utiliser, enfin que vous allez collecter, elle va augmenter avec le temps et donc potentiellement votre capacité à identifier les espèces, puisqu'en fait, plus on a d'images, plus le modèle va être performant. Est-ce que vous allez devoir vous restreindre sur la continuation de l'apprentissage de l'algorithme au fur et à mesure que vous avez des données, ou est-ce qu'au contraire, vous allez profiter de ça, mais refaire tourner dans les conditions d'avant, etc., etc. Enfin, je voulais clarifier sur cette histoire d'utiliser les modèles tout le long du cycle de vie dans les conditions, les conditions du départ, de l'état initial, garder ces conditions-là pour tout le reste. Alors sur la partie intelligence artificielle, dans Ofsom, pour les survols aériens, on n'en a pas du tout utilisé. Nous, on a fait appel à des prestataires différents qui ont
équiper les avions de caméras et qui ont fait un pré-traitement des données, donc qui nous permettait d'avoir accès à des cibles détectées par les algorithmes. Et ensuite, ces cibles ont été... les espèces présentes dans ces cibles ont été identifiées grâce à un annotateur expert en mythologie. Et donc, tout ce travail d'IA, d'intelligence artificielle pour les survols aériens, il a été fait dans un projet, dans le projet CEMACAP, dont France Énergie Marine faisait partie, mais aussi avec WIPSI et puis l'Université de Bretagne Sud. Je regarde puisque Gwenaël Duclos est dans la salle et qu'il a développé notamment des algorithmes de détection pour les oiseaux et mammifères marins à partir des survols. Donc peut-être que c'est plutôt une question pour lui. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, le risque, c'est que potentiellement, plus les algorithmes s'améliorent, plus on améliore les capacités de détection, plus on détecte des choses, mais il faut faire attention à ce que... On ne pense pas que la population augmente juste parce qu'on est capable de détecter plus. Et je vois que Mathieu trépigne. Non, pas trépigne, mais peut-être... En fait, la recommandation, c'est pas d'aller à contre-courant du progrès. La recommandation, c'est plutôt d'anticiper le futur et de se dire, s'il faut qu'on collecte déjà des informations sur les performances des algorithmes, il faut l'anticiper maintenant. Parce que je ne sais pas combien coûtera le fait de repasser de ces jeux de données sur de nouvelles molinettes. Donc ça sera soit un budget à prévoir, soit on anticipe ça en disant on va penser nos analyses statistiques en amont. On a besoin de connaître tel paramètre, qui sont en fait liés à la performance de l'algorithme, et ça va bouger au cours du temps, donc ça va nous permettre en fait de redresser quelque part certains échantillons. Il faut juste, je pense la recommandation, c'est plutôt de dire ça, de savoir que les choses, ça a été évoqué je pense aussi dans votre table ronde, ça ne va pas être stationnaire tout ça, à tous les niveaux. L'environnement va bouger, comment on mesure l'environnement va bouger, il faut qu'on soit dans cette anticipation-là en fait. Merci. Bonjour, Gwenaël Duclos de WIPSI. Donc, je voulais juste rajouter qu'effectivement, il faut prendre en compte le fait que ça va évoluer très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est encore en train de vivre une nouvelle révolution dans l'intelligence artificielle en ce moment. Donc, ça va encore faire un bond énorme là, très, très rapidement. Et par rapport à cette question, il faut bien voir aussi que vos observateurs embarqués qui étaient dans les avions, vous ne leur demandiez pas de devenir meilleurs en fait, à force d'aller dans les avions. Donc là, il faut voir ça comme ça, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme si quelqu'un avait été formé par Pélagis, il monte dans un avion, voilà, la première année, il fait ce qu'il peut, et puis finalement, au bout de 20 ans, en fait, il est devenu l'expert mondial dans le domaine, et il arrive à détecter des choses bien mieux qu'il y a 20 ans. Et en fait, il va se passer la même chose avec l'intelligence artificielle. Et pas seulement l'intelligence artificielle, mais aussi la capacité à améliorer la résolution au sol. Parce que ça n'a pas été évoqué, mais aujourd'hui, il y a encore une partie des espèces qu'on n'arrive pas à reconnaître sur les images. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas les détails qui vont bien. Et ça ne va pas être amélioré par l'intelligence artificielle, mais par la qualité des capteurs, des caméras, qui vont permettre d'avoir de plus en plus de résolution sur ces animaux, qui vont être reconnus, et les petits détails vont être reconnus par l'intelligence artificielle, et ça va permettre de reconnaître un oiseau quand il est posé sur la mer, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de distinguer les différentes espèces. Voilà. Oui, merci. Ça rejoignait en partie la discussion. Là, en fait, c'était sur la qualité. On parle surtout des limites liées à l'algorithme, mais on n'a pas parlé des limites liées à l'optique, et notamment sur la résolution des images captées pour les petites espèces, notamment je pense à l'océanite. Quelles sont les limites et qu'est-ce qu'on attend sur l'évolution des techniques optiques en fait, par rapport à la détectabilité des espèces? Alors là, dans notre cahier des charges, on était quand même dans ce qu'on a demandé, 1 cm de résolution à l'aplomb et 2 cm sur le bord de l'image. Et ça ne va pas varier en fonction de l'altitude en fait. C'est juste que le prestataire probablement fournissait des optiques plus chères, quoi. Donc on peut aussi dire qu'on suit une ligne de conduite sur le fait qu'on garde un cahier des charges homogène, sachant que le cahier des charges pour les campagnes digitales, on l'a aussi
calé avec le protocole des campagnes SAM, donc pour que les fauchées soient équivalentes, etc. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de la table ronde. Une toute dernière question, parce que c'est tellement bien le projet Awesome. J'aimerais savoir où est-ce qu'on pourrait avoir en fait la liste des recommandations que vous avez fournies. Donc on est en ce moment en train de les finaliser et elles seront disponibles publiquement aux éditions France Énergie Marine. Très bien. Disponible à partir de quand? Premier trimestre 2024. Ok. Au format Word, elles sont disponibles actuellement, mais Publiquement, trimestre... aux éditions France Énergie. Ok, merci Karine. Merci tout le monde.